Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te parle de UseState. Je vais faire de mon mieux pour t'expliquer ce que c'est UseState, comment ça fonctionne et pourquoi on l'utilise, pourquoi c'est important de l'utiliser et pourquoi tu peux pas faire autrement de toute façon. Si tu me connais pas encore, moi c'est Brian, t'es sur Atomic React, la chaîne qui te dévoile les moindres secrets de React et de son écosystème. Avant de te parler de UseState, je te recommande de liker cette vidéo pour que YouTube puisse te recommander d'autres vidéos du même genre. Et d'ailleurs, je te conseille aussi de t'abonner à cette chaîne YouTube, puisque des vidéos comme celle-ci, il va y en avoir d'autres. J'ai l'intention de faire plein de vidéos sur tous les hooks de React. Donc là, aujourd'hui, on voit UseState, mais dans une prochaine vidéo, ce sera UseEffect, UseRef, use, tout ce que tu veux, tout ce qui commence par use. Donc avant de voir UseState en détail, je vais d'abord te montrer pourquoi on ne peut pas s'en passer, pourquoi on ne peut pas faire autrement que de l'utiliser. Tu vois que ici, j'ai mon composant app, ok, qui retourne du JSX, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un bouton qui va, au clic, actionner la fonction handle increment, qui va rajouter plus 1, ok, sur la variable count qui est juste là. Count, c'est le 0 que tu vois affiché juste ici, hein. Je l'affiche directement dans le JSX. Donc quand je clique ici, c'est censé incrémenter ce chiffre-là. Là, je clique une fois, il est censé passer de 0 à 1. Or là, c'est toujours 0 qui s'affiche. Si je clique plein de fois, ça change strictement rien, il se passe rien. Tu vois que là j'ai fait un console.log de count, donc allons voir dans la console ce qui se passe. Tu vois que count il a bien été incrémenté. Ok, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourtant, la valeur n'apparaît pas à jour dans l'interface. En fait, pour comprendre pourquoi ça marche pas, il faut comprendre comment fonctionne React et comment fonctionnent les composants. Tu peux voir React un peu comme un dessin animé. Un dessin animé, c'est une suite d'images qui sont figées. Ok, chaque image, chaque dessin, il est figé. Ok, on n'est pas comme dans Harry Potter où on a des tableaux et des peintures qui bougent. D'accord. Un dessin animé, c'est une suite d'images figées. Et puis quand on les fait passer très très vite, ça anime les images, ça donne l'illusion que le dessin bouge. Et ben les composants React, c'est un peu la même chose, sauf que ça défile pas à 25 images par seconde, ça défile en fonction des événements qui se produisent soit par des interactions utilisateurs, soit par d'autres événements en JavaScript. Donc là, ce que tu vois actuellement, c'est l'état du composant tel qu'il est à un instant T, à l'instant où il a été créé, où il a été généré, où il a été rendu. Donc là, c'est une photographie en fait, c'est une image fixe de notre composant. Si on veut passer à l'image suivante, grâce au clic sur le bouton et à la mise à jour de la valeur count, il va falloir indiquer à React de le faire. Il va falloir dire à React, là, je veux que tu fasses une mise à jour de mon composant, je veux que tu passes à l'image suivante. Parce que derrière, lui, il ne sait pas quand est-ce qu'il doit mettre à jour l'interface. Ok, ça se passe en deux temps. Je mets à jour la donnée et ensuite React met à jour l'interface. Et pour faire ça, il faut qu'on utilise UseState. Donc UseState, c'est ce qu'on appelle un hook. Ok, donc tout ce qui commence par use, généralement, c'est un hook, ce qu'on appelle un hook. Un hook, c'est simplement une fonction qui se charge d'une tâche bien précise. Donc il y a des hooks qui sont créés directement et fournis par React. Tu vois qu'ici j'ai importé UseState depuis React, mais on peut aussi créer nos propres hooks, ce qu'on appelle des custom hooks. J'ai d'ailleurs fait une vidéo au tout début de la chaîne où je te parlais de 5 custom hooks qui étaient super pratiques dans les applications React. Donc je te recommande d'aller y jeter un œil. Mais donc là, on doit utiliser UseState pour indiquer à React quelles sont les valeurs auxquelles il doit faire attention pour déclencher une mise à jour. En gros, on va lui dire surveille count, et dès que count il a une mise à jour, tu vas mettre à jour l'interface. Et ça, en fait, c'est le state. Use state, c'est littéralement utiliser l'état. L'état de quoi? L'état du composant dans lequel je suis. Donc là, on est dans app, c'est le composant global. Mais si on était dans un sous-composant, ok, dans un composant enfant, ça serait l'état de ce composant-là, hein. Donc ça, c'est l'état local d'un composant. Ok, use state, ça correspond à l'utilisation de l'état local d'un composant. Et l'état, c'est quoi? C'est l'ensemble des paramètres qui vont permettre de définir la façon dont le composant va être affiché à un instant T. Donc là, par exemple, count, c'est un paramètre qui est censé se retrouver dans l'état du composant, puisqu'il joue un rôle dans l'affichage du composant, puisque à cet endroit-là, on l'affiche. C'est une propriété qui intervient dans la manière dont l'interface
va être affiché à l'écran. Donc ça, c'est clairement une propriété qui doit se retrouver dans le state. Donc useState, c'est une fonction qui va retourner un tableau. Donc la convention veut qu'on utilise le destructuring, d'accord? Donc je crée une constante, ok, dans laquelle qui va me servir à déstructurer un tableau. Et ici, je vais nommer count et setCount. Donc le premier élément de ce tableau retourné par useState, c'est la valeur en lecture seule. C'est la valeur de la propriété qu'on aura mis dans l'état, dans le state, en lecture seule. On n'est pas censé pouvoir modifier cette valeur-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une constante juste ici. La convention veut qu'on mette une constante. Ça permet d'appuyer le fait qu'on n'est pas censé modifier cette valeur-là. Et setCount, c'est la fonction qui va permettre de mettre à jour cette valeur-là. Donc je vais virer le letCount qui est là, hop, j'en ai plus besoin. Et useState prend en argument la valeur initiale de cette propriété. Donc là, la propriété count, elle a comme valeur initiale 0. C'est la valeur par défaut au moment où le composant se rend pour la première fois. Au moment où le composant s'affiche pour la première fois. C'est comme si j'avais fait letCount égale 0. Et cette fois-ci, je ne peux plus faire de modification directement sur la propriété. Il faut impérativement que je passe par la fonction setCount, la fonction qui va permettre de mettre à jour cette propriété. Donc là, j'ai VS Code qui le met en rouge parce qu'il me dit que count c'est une constante, donc je ne peux pas modifier directement une constante. Par contre, si je le mets en let, c'est pas VS Code qui va râler, c'est React. Là, j'ai cliqué sur increment. Tu vois bien que le 0, bah, il n'a pas évolué, hein, c'est toujours 0. Alors si, pardon, je pensais que React allait renvoyer une erreur, mais en fait non. React, là ici, ne renvoie pas d'erreur. On a bien le console.log de count qui affiche 1. Donc ça a fonctionné. Hop. Voilà, si je clique sur increment ici, on aura 1, puis 2. Hop, je reclique encore. Voilà, on aura 3, 4, 5. Sauf que ça ne va pas se mettre à jour dans l'interface. On n'est pas censé pouvoir modifier count à cet endroit-là, puisque count est censé être une constante, d'accord? Et surtout une propriété en lecture seule ici, une valeur en lecture seule. Donc, si je veux mettre à jour count, je vais faire setCount, count, plus 1. Pas count plus plus, puisque là, ça reviendrait à modifier count. Le plus plus, il modifie la variable d'origine. Donc, count plus 1. Et là, à ce moment-là, ça devrait fonctionner. Et effectivement, on voit que ça marche. Voilà. Le chiffre qui est là, il défile au fur et à mesure que je clique sur le bouton increment. Donc là, initialement, on est à l'état où count vaut 0. Je clique sur increment, on a changé d'image. Okay, on est passé à l'image suivante où le composant se trouve dans un état où count vaut 1, puisque quand j'ai cliqué sur increment, on a fait une mise à jour de cet état, et React a fait un re-rendu du composant. Il a proposé une nouvelle photographie, une nouvelle image, un nouveau dessin du composant, où count vaut 1. Donc cette fonction de mise à jour, elle est là pour deux raisons. La première raison, c'est une raison qui est purement fonctionnelle, c'est-à-dire que React, il a besoin de savoir quand est-ce qu'il faut mettre à jour les propriétés et les composants. Okay, donc il fallait que React puisse nous fournir une fonction qui permette de demander aux composants de se rafraîchir. Okay, dans cette fonction, je passe ici la nouvelle valeur. React, derrière, il fait sa tambouille. Il reçoit cette valeur, hein, puisque ça vient de useState, donc ça vient bien de React. Il fait sa tambouille, donc il met à jour count à cet endroit-là. Et il exécute un re-rendu du composant, il réexécute ce composant. La deuxième raison, c'est le principe d'immutabilité. Alors, immutabilité, c'est un anglicisme, parce que en anglais, c'est immutable, mais en français, c'est immuable. Okay, c'est le principe d'immuabilité. Mais en gros, ce que dit ce principe, le principe d'immuabilité, il dit que on ne modifie jamais directement une valeur. Okay, une valeur, elle est censée être immuable, c'est-à-dire qu'elle est censée ne jamais changer. Donc, si on veut modifier une valeur, on ne va pas vraiment la modifier, on va en faire une copie et on va appliquer les modifications sur cette copie. Donc ça permet plein de choses, ça permet notamment de gérer plus facilement les versions, okay, d'avoir plusieurs versions de différents états. Ça permet de conserver l'intégrité des données, ça permet de faire tout un tas de choses comme ça. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, juste pour te dire qu'on respecte ce principe-là avec le useState et avec le fait que count ne soit pas modifiable directement et qu'il soit nécessaire de faire une copie. Donc là, count, on ne le modifie pas directement, on récupère sa valeur et on ajoute plus 1. Ensuite, autre chose à savoir, c'est que count ici, je peux le nommer comme je veux.
Ok, si j'ai envie de l'appeler Michel et puis la fonction qui vient après, j'ai envie de l'appeler Pascal, j'ai le droit. Il faudra juste que j'adapte après en conséquence. Mais du coup, voilà, ça fonctionne. Ok, ça c'est moi qui définis le nom de mes constantes à cet endroit-là. C'est d'ailleurs pour ça que useState ici retourne un tableau. C'est pour me laisser la liberté de nommer à cet endroit-là les éléments comme je le veux. Parce qu'il y a certains hooks qui vont plutôt retourner un objet. Ok, j'ai fait une vidéo qui parle de la différence entre les hooks qui retournent des tableaux et les hooks qui retournent des objets. D'accord? Je te mets le lien en description et puis dans la petite fiche en haut. Mais tu te doutes bien que appeler mes constantes Michel et Pascal, c'est pas terrible hein, en termes de lisibilité et de la manière de comprendre le code. C'est pas facile à comprendre. Ok? On sait pas ce que ça fait Michel, on sait pas ce que ça fait Pascal. Donc du coup, je vais appeler ma valeur en lecture seule, je vais lui donner le nom explicite de ce que c'est, donc count. Et par convention, je vais utiliser ce même nom, count, et je vais rajouter un set devant, puisque c'est le setter. Donc set count, je sais que ça permet de mettre à jour count. Évidemment, dans un composant, on peut utiliser useState plusieurs fois, on n'est pas limité qu'à une propriété. Ok, je peux avoir par exemple ici, je sais pas moi, un titre. Tiens, tu vois là, j'ai un titre, j'ai rajouté un useState, j'ai une nouvelle propriété, et puis là, je vais remplacer ici title. Hop, voilà. Et donc si je veux changer le titre, je vais rajouter un autre bouton pour t'illustrer ça. Handle change title. Voilà, j'ai créé le bouton et la fonction qui permet de mettre à jour le titre. Tu vois que je fais un set title, je modifie directement le titre qui est là, je clique sur change title et hop, ça a changé au niveau de l'interface ici. Donc tu vois qu'on peut avoir plusieurs propriétés, d'accord, plusieurs propriétés dans le state. Il faut bien comprendre que ici on utilise exactement le même state. Un composant, un state. Il n'y a pas deux states ici. Il n'y en a qu'un seul. Juste, on ajoute des propriétés dans ce state. On dit à React, soit en écoute sur ces propriétés-là, et dès que tu détectes un changement sur ces propriétés-là, comme ces propriétés-là, elles interviennent dans l'affichage du composant, il faut que tu mettes à jour le composant. S'il y a une mise à jour dans une des propriétés du state, il faut que tu mettes à jour le composant dans l'interface. Je te déconseille de faire ceci. State, set state, use state, c'est-à-dire de le mettre en mode global, en mode général. Donc par exemple, on pourrait avoir title, hop, hello, et puis count 0. Voilà, je te déconseille de faire ça, c'est une mauvaise pratique. Déjà parce que ça va être un peu plus pénible à gérer, ça va être moins clair. Admettons que tu aies plein de propriétés, bah du coup tu vas te retrouver avec un gros objet comme ça. Et ensuite, quand tu voudras faire des mises à jour, par exemple là, on veut faire une mise à jour sur count qui se trouve à cet endroit-là, bah du coup on sera obligé de faire set state. Et ici, tu ne pourras pas faire juste count, count plus 1, enfin plutôt state.count plus 1. Tu ne pourras pas juste faire ça parce que ça va écraser tout l'objet. Ici, on va remplacer, si on fait ça, on va remplacer l'objet qui contient title et count par un objet qui contient que count. Donc tu serais obligé de faire une copie de l'objet, ok, de faire 3.state, hop, et tu modifies count. Voilà, donc tu vois que c'est un petit peu plus fastidieux, c'est un peu plus pénible. Donc ça, c'est pas une très bonne pratique. On va éviter de faire ça. Par contre, tu as le droit de le faire si tu as un objet, ok, avec des ensembles clés-valeurs qui sont dans cet objet. Par exemple, ici, j'ai un objet article. Ça a le même lien, ok, c'est dans le même contexte. Title, ça correspond au titre de l'article. Author, ça correspond à l'auteur de l'article. Donc ça, tu as le droit de mettre des objets dans le state, d'accord? Juste évite de mettre des propriétés dans le même objet qui n'ont rien à voir ensemble, d'accord? Count et title, ça n'a rien à voir. Aussi, quand tu vas vouloir faire une mise à jour sur un tableau qui se trouve dans le state, ou une mise à jour sur un objet, hein, ce sera le même genre de situation, il va falloir à chaque fois que tu fasses une copie. Tu vois qu'ici, j'ai donc un tableau de nombres que j'ai rajouté dans le state sous la propriété numbers. Si je veux mettre à jour numbers, il va falloir que je fasse... je pourrais pas faire numbers.push, tu vois, et puis rajouter le chiffre 4, et puis faire set numbers. Ça, c'est pas bon, parce que le push ici, il va directement altérer numbers. Ok? Donc, on va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une copie. Donc, je peux faire une constante numbers copie. Et donc, tu peux la faire en créant une nouvelle instance de array et en lui passant tous les éléments
de numbers. Tu peux faire comme ça, mais on fait plus trop comme ça. On utilise les dernières conventions de syntaxe au niveau de JavaScript. Donc là, on va plutôt créer un nouveau tableau avec des crochets et passer tous les éléments de numbers dans ce tableau. Donc là, on a bien une copie. Et sur cette copie, j'ai tout à fait le droit de faire un point push et de passer 4. Et dans ce cas-là, c'est numbers copy que je vais envoyer. Ou encore mieux, ce que tu peux faire, c'est directement, plutôt que de faire un point push, tu rajoutes ton élément ici. Voilà. Donc là, je rajoute 4. Et donc ça va rajouter 4 à la suite, juste là. Donc comme ça, pas besoin de créer une nouvelle constante. Hop, tu vois qu'on a quelque chose de beaucoup plus concis, beaucoup plus pratique. C'est comme ça que tu le verras généralement. Mais dis-toi qu'à chaque fois que tu as un objet, un tableau, il va falloir que tu fasses une copie à chaque fois, que tu altères cette copie. Et ensuite, c'est cette copie que tu mets dans le state. Si tu veux, c'est comme si on remplaçait intégralement le tableau initial. On fait une copie du tableau, on applique notre mise à jour et on remplace l'ancien tableau par le nouveau. Allez, une dernière chose à te préciser et après j'aurai terminé au niveau du use state, c'est dans le cas où tu as besoin de faire plusieurs mises à jour successives sur un élément du state, sur une des propriétés du state. Par exemple, là j'ai une horloge. Tu vois, je clique sur launch clock pour lancer et démarrer l'horloge et tu vois que elle s'arrête à 1. Pourtant, j'ai mis un set intervalle juste ici qui se déclenche à chaque seconde. Et à chaque seconde, on est censé faire set time de time plus 1. Donc, logiquement, on se dit, à chaque seconde, on a, donc à la première seconde, on a 0 plus 1. C'est bien ce qui s'est passé ici. Nickel. Ensuite, time vaut 1. Donc, du coup, on a 1 plus 1. On est censé avoir 2. Puis ensuite, 2 plus 1, on est censé avoir 3 et ainsi de suite. Et bien ici, il y a une petite subtilité. Launch clock, à cet endroit-là, il s'est exécuté quand time valait 0. Pour lui, time, il valait 0. Quand on a cliqué sur launch clock, le time qui est là de l'horloge, il était à 0. Donc il a capturé cette valeur time égale à 0 et il l'a utilisé ici. Donc à cet endroit-là, time, il est toujours égal à 0. Donc il fait 0 plus 1, bah ça fait 1. Il met à jour le state. Le state ici, il est bien mis à jour, donc du coup, ça met à jour le composant. Mais le set intervalle qui est là, il est toujours en exécution, lui. Et il est en exécution en parallèle de notre composant. Donc pour lui, time, en fait, il est toujours égal à 0. Le set intervalle, là, il n'a pas reçu l'information comme quoi time valait 1 désormais. Il a transmis l'information, puisqu'il a fait le set time de 0 plus 1, mais après, il n'a pas récupéré la dernière valeur de time à jour. Parce qu'il s'exécute en parallèle des mises à jour du composant. Donc ce qu'il faut faire à cet endroit-là, c'est passer une fonction. On peut passer une fonction à l'intérieur de la fonction de mise à jour d'une propriété du state. Dans cette fonction, on va récupérer le dernier état connu de la propriété. Donc nous, c'est prevTime, on va l'appeler prevTime pour previous time. C'est le dernier état connu de time. Et on va retourner la nouvelle valeur de time, on va dire que c'est prevTime plus 1. Voilà. Il faut retourner la nouvelle valeur pour qu'elle soit prise en compte dans le setter ici. Donc là, je vais rafraîchir et tu vas voir que quand je vais cliquer sur Launch Clock, ça va fonctionner. On va avoir 1, 2, 3, 4, etc. Donc je peux te le montrer dans la console pour que ce soit un petit peu plus évident. Ici, on a time et tu vas voir que time, ici, il va être égal à 0. Et à cet endroit-là, je vais faire prev time. Et tu vas voir que c'est la dernière valeur connue de time qu'on va récupérer ici. Okay, celle-ci, dans le callback du setter, la valeur, elle est toujours à jour. Donc ça, c'est super pratique. Personnellement, je l'utilise tout le temps. Donc, je relance l'horloge, on va dans la console et tu vas voir que time, il est égal à 0. Mais prevTime, à chaque fois, il a la bonne valeur. Il a la dernière valeur à jour. Mais time, lui, il ne se met pas à jour. En tout cas, le time qu'on récupère dans le set intervalle. C'est comme s'il était emprisonné dans le set intervalle et qu'il n'avait pas reçu les informations de l'extérieur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire sur le useState. Dis-moi en commentaire si tu as compris quelque chose, si cette vidéo t'a aidé. Ça m'aiderait à savoir si mes explications sont bonnes, si ma pédagogie est bonne. Et puis, dis-moi les prochains hooks, les hooks que tu as du mal à comprendre au niveau de React. Je te ferai une vidéo dessus. J'ai l'intention de tous les voir, hein, mais si tu as des priorités, tu peux me les mettre en commentaire. En attendant, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut.